passé de 15 minutes ici en République démocratique du Congo et surtout dans la capitale de la République, Kinshasa. Nous, c'est CSS TV, les reflets de tout un peuple, la chaîne de la maman nationale. Toujours comme d'habitude, c'est votre émission de chaque jour ici. Duel à partir de 11h, rediffusion 22h. Ce matin, je suis accompagné de la grande équipe de cette émission Duel. Je vois la réalisation, la main ingénieuse, Monsieur Lazik qui est là. Monsieur Lazik, ça va? Voilà, de l'autre côté, je vois les sages de la régie et de la chaîne. Lui s'appelle Monsieur Philemon, ça va? Et à la régie finale, l'homme de la rigueur, Monsieur Rigen, qui est là très compétent. Rigen, ça va? Voilà, accompagné de tout le monde derrière la caméra, Monsieur Andric, qui est là, l'homme le plus géant de la chaîne. Il est là. Et de l'autre côté, la seule femme dans ces plateaux, SR, elle est là aussi, ça va? Voilà, je vais vous accompagner ce matin avec mes invités comme d'habitude. Il y aura la présence de M. Benoît Yolama dans cette émission et aussi Maître Franck Kalolo, coordonnateur de Sergili, sans oublier la personne qui a été pris à pied levé, lui, parce qu'on l'a réclamé. Il s'appelle M. Gandhi Kassende, un vrai patriote qui défend la nation. Il est déjà là avec nous, Monsieur Gandhi. Vous pouvez venir, entrez, j'aimerais bien vous saluer. Monsieur Gandhi, ça va? Ça va bien. La santé, c'est bon. La santé, ça va. Merci, prenez place. Alors, avec mes invités de ce matin, on va tenter de décrypter les grandes lignes d'actualité, mais il y a un sujet principal pour l'émission d'aujourd'hui. Le développement de la RDC est-il possible avec l'actuel leadership du régime Tshisekedi? On en parle. Le développement de la RDC est-il possible avec l'actuel leadership du régime Tshisekedi? Ça, c'est la question principale de l'émission, mais il y a quand même les points importants et certains éléments d'actualité qu'on va faire intervenir dans cette émission. Vous êtes sans ignorer que le chef de l'État était en Afrique du Sud pour faire l'exposition de nos matières et surtout le potentiel minier de la RDC. On va en parler et aussi une réunion sur les actes de torture des femmes et des enfants dans la province du Maniema. Le Premier ministre avait organisé cette réunion avec le ministre de l'Intérieur et les autres. On va en parler aussi, mais sans oublier, il y a aussi la déclaration du président de l'Assemblée nationale de la RDC, M. Christophe Mbosso-Kodia, lui qui a aussi été avec le ministre de la Défense et les autres, avec son équipe. Ils ont essayé un peu d'évaluer la question de l'insécurité à l'Est et surtout avec l'armée de l'EAC, donc l'armée régionale. M. Mbosso a fait des recommandations, espérons que ça va s'améliorer de ce côté-là. Mais cela ne nous empêche pas de commencer notre émission d'aujourd'hui avec le premier invité qui est déjà ici avec nous. Les deux autres vont venir d'un moment à l'autre. Monsieur Gandhi Kassende, avant tout, j'aimerais vous poser cette question de curiosité. Est-ce vrai la RDC a tout ce que le monde n'a pas? Ah, là, c'est une question intelligente, mais difficile pour pouvoir donner une réponse réelle, globale. Est-ce que la RDC a tout ce que le monde n'a pas? Je ne peux pas répondre comme ça. C'est-à-dire, quand on dit ça, on pense beaucoup plus au matériel. Okay. On pense beaucoup plus aux richesses. Mais moi, je prendrais à revers cette question. Je donnerai aussi une réponse à revers, à savoir, il n'est des richesses que ce qu'on crée. À savoir, ce qui n'existait pas, si on crée, c'est ça la richesse. La richesse n'est pas ce qu'on a trouvé par le fait de la nature. Aujourd'hui, la richesse que nous pouvons nous attendre, c'est la richesse qui proviendrait de l'intelligence de l'homme congolais. Le jour où l'homme congolais aura l'intelligence qu'il faut pour pouvoir créer, inventer, imaginer des choses, pour pouvoir faire en sorte que notre peuple sorte des difficultés, de la misère, de la pauvreté, à ce moment-là, on va commencer à créer des richesses. S'il y a quelque chose que nous n'avons pas, c'est ce qui nous manque réellement, c'est cette intelligence. Et cette intelligence passe par l'enseignement, passe par l'éducation nationale.
Est-ce qu'on a une bonne éducation nationale? Est-ce qu'on a conforté notre éducation nationale, à savoir l'enseignement primaire, secondaire et universitaire, avec un niveau acceptable où on met en œuvre tout ce qu'il faut pour pouvoir faire en sorte qu'on ait un homme nouveau, un homme congolais qui soit un homme en capacité de pouvoir avoir des compétences, avoir un esprit de créativité, d'inventivité. Je pense que pour le moment, on en est encore très loin. Mais si on se limite simplement à ce que le commun des mortels savent, c'est que nous avons des richesses innombrables. Sauf que aujourd'hui, on est dans l'incapacité nous-mêmes de pouvoir transformer cette richesse en richesse réelle qui puisse profiter au peuple. Demain, quand on sera capable, regarde, je donne un exemple concret. Les autres richesses, ce sont les Belges, les Occidentaux qui les ont non seulement explorées, mais aussi exploitées. Ils continuent à le faire. Nous avons eu d'autres richesses nouvellement arrivées sur le terrain, à savoir le coltan. Est-ce qu'on a été capable, est-ce qu'on est capable de pouvoir créer des industries d'extraction de cette matière première, qui est le coltan, qui est très demandé? Est-ce qu'on est en capacité non seulement d'extraire ces matières premières de manière industrielle et ensuite de les raffiner et de les vendre à notre prix? On ne l'a pas fait. Est-ce le manque de moyens? Je ne pense pas. Le moyen existe, mais le moyen, nous préférons le mettre dans les immeubles. On ne le met pas là où il y a la production, là où ça peut créer des emplois, là où ça peut créer des richesses. C'est ça notre problème, la difficulté là. Merci à M. Gandhi Kassende. M. Philemon, cherchez-moi la photo où il y a Joe Biden ou le président Macron. J'aimerais avoir une photo comme ça. Mais il y a quand même une question qui touche aujourd'hui le monde. Vous avez suivi ensemble avec nous, je ne sais pas si on peut appeler ça séisme, oui. En Turquie, il y a autant de morts. Oui. Et il y a ceux qui pensent, c'est parce que c'est un pays qui est construit sur l'eau. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait des séismes comme ça? C'est parce qu'il y a quand même des morts. Hein? Les gens en parlent. Oui. Une mauvaise politique du gouvernement. Non, il y a... C'est une question beaucoup plus technique, plus physique. Je vais effleurer sans pour autant rentrer dans la profondeur, parce que ce n'est pas dans mon domaine. Le séisme, ça existe un peu partout dans le monde. C'est-à-dire le système tectonique que nous avons au niveau du globe. Vous verrez qu'on vous dira dans le passé, le continent était uni. Il n'y avait pas 5 continents. Tout était en bloc. La Terre était entière. Mais avec le temps, avec les cycles tectoniques, il y a toujours cette tendance-là qui est séparation, c'est-à-dire entre, disons, ce qui était un seul continent, une terre unique, est devenu 5, voire même 6 continents, puisqu'il faut compter aussi l'océan. Donc, ça fait que le séisme, ça existe, mais de manière différente selon la zone, selon la région. Il y a des régions où le système sismique est beaucoup plus développé. C'est le cas du Japon. Aujourd'hui, c'est le cas de la Turquie. Mais c'est le phénomène naturel lié à la physique du monde, de la Terre. En fait, on n'y peut rien. D'ailleurs, nous-mêmes, on le voit. C'est pas comparable par rapport aux érosions que nous avons ici ou là, etc. C'est des phénomènes qui, des fois, qui dépassent l'homme. Mais c'est des phénomènes qu'on peut prévoir. Aujourd'hui, la technologie nous permet de pouvoir savoir là où il peut y avoir des tendances de faire en sorte que la Terre bouge. Même les animaux arrivent à le savoir. Vous savez, si là où il y a un mouvement, peut-être pour le début du tremblement des terres, les premiers signaux que nous avons, ce sont les animaux, notamment les chiens, les chats, surtout les poules, hein, les coqs. Vous verrez qu'ils vont commencer à courir dans tous les sens. C'est un mouvement qui prévient, qui prévoit, parce qu'ils les sentent avant nous. Ils ont un sens beaucoup plus prononcé que nous. Ils sentent qu'il y a un mouvement de terre, un mouvement qui va aller jusqu'au tremblement des terres et commence à bouger dans tous les sens. Mais aujourd'hui, la technologie nous permet de pouvoir, avec plus ou moins de précision, savoir que pendant telle période, il peut y avoir des mouvements du sol, c'est-à-dire sismiques.
On le voit au niveau des Antilles, on le voit au niveau du Japon, on le voit un peu partout dans le monde. Donc c'est un mouvement qui est beaucoup plus physique. On n'y perd rien, de toute façon, quelle que soit la région. Voilà, merci à M. Gandhi Kassende. Avant que nous puissions entrer dans la thématique, mais M. Filemon, donnez-moi la photo du général Kassongo, si vous en avez, le général Kassongo. Silvano Kassongo, il est général, non? Oui, il est général. Oui, général Silvano Kassongo, le patron de la police de Kinshasa. Censé être patron de la police. Censé être patron de la police de Kinshasa. Pourquoi j'ai demandé la photo de l'homme? Avant tout, j'aimerais quand même le féliciter d'abord. Pourquoi féliciter général Kassongo? Au moment de festin, donc la fête Noël et décembre, on a quand même constaté que l'homme qui est ici, général Kassongo, a fait quelque chose, il n'y a pas eu trop de bavures, il a quand même assuré, il n'y a pas eu trop de dégâts. Donc l'homme mérite parce que les Congolais ont fêté, les Kinois ont fêté avec un bon climat. De deux, je félicite général Kassongo, l'arrivée du pape, le Saint-Père, l'homme a assuré également la sécurité. Il n'y a pas eu trop de dégâts, les gens craignaient que avec notre police, on pouvait avoir des problèmes. Mais l'homme qui est ici, il a assuré, ça s'est très bien passé, le séjour de pape ici, ça s'est très bien passé. Mais j'aimerais quand même demander encore à M. Silvano Kassongo de faire encore plus d'efforts. J'aimerais bien en parler en lingala. Général Kassongo Silvano, ceux qui ont dans un bureau climatisé, sache-les que dehors, les policiers, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à respecter tes instructions. Je prends un exemple ici au coin de Mont des Arts, au coin ici de Mont des Arts, au coin des camps Le Fungu là. Bilo, comment ça les mains, c'est terrible, c'est terrible. Ça fait même peur. Ouais. Les soldats, les policiers, ils sont en train de mettre la population en mal. Déranger la population, et non seulement la population, les chauffeurs, ils sont en train de trouer des pinets, créer des dégâts, créer les embouteillages. Ce n'est pas normal. Et j'ai suivi encore ce matin, presse Moko International, et c'est dans ta ville, Bissika, où on assurer sécurité, ces gens-là, ils ne sont pas plus forts que toi, général Kassongo. Essaie un peu de descendre, mettre un peu de l'ordre, là. Je sais que vous avez autant de choses, mais ça aussi c'est important. Ça aussi c'est important pour que, et comme un soulèvement, récemment j'ai passé là, j'ai vu une dame menacée, elle a tout animir dans Moutoukanae. Les policiers sont censés protéger la population et leurs biens, mais pas les menacer, les histoires de Massoula, je ne sais pas si c'est légal. Des fois ça, sans raison. Mais j'aimerais quand même que mon général Silvano Kassongo, que vous puissiez faire quelque chose, je pense que ça serait vraiment bien. Monsieur Gandhi Kassende, un mot par rapport à la situation sécuritaire dans la ville de Kinshasa, général essentiel. C'est bien que vous lui avez donné des éloges, mais il n'était pas responsable, il n'était pas seul à assumer et à assurer la sécurité de la ville pendant qu'il y avait le pape. Il faut donner aussi un coup de chapeau à la garde républicaine. D'ailleurs, les Congolais le savent. À chaque fois qu'il y a des centres de la garde... À chaque fois qu'il y a des centres de la garde républicaine pour gérer la circulation, les choses se passent très bien. Donc, moi, je pense que c'était avec le concours de la garde républicaine. La preuve en est que, comme la garde républicaine a fait le boulot pendant qu'il y avait le passage du pape ici, tout c'était bien réglé. Tout était bien régulé. Une fois que la garde républicaine est rentrée dans leur caserne, la police s'est retrouvée seule. On voit, on est revenu à la situation d'avant, avec des bouchons ici ou là, avec des comportements néfastes de la police, que ce soit là où on a cité les cas de Mont des Arts. Mont des Arts ici au coin, mais c'est terrible. Et puis, que ce soit au niveau de croisement Kassavubu et, comment il s'appelle, Sendoué. Mais ce sont les mêmes qui font les mêmes exactions auprès des civils, auprès des chauffeurs, des fois sans raison. Aux 3/4 du temps, sans raison. L'objectif, c'est le Kanya Kapo qui gagne quelque chose. Et le général est au courant
Il est au courant, puisque lui-même a joué le rôle d'un citoyen. Il a eu à arrêter un certain nombre de policiers. Mais malgré ça, ça continue. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème de responsabilité, de ses responsabilités. Peut-être qu'il n'a pas les moyens de sa politique. Comment il n'a pas les moyens de sa politique? Moi, je viens, je casse tout. Comment est-ce que ces policiers se retrouvent toujours à 5 à 10 dans un petit coin pour pouvoir harceler les citoyens? Ils sont là pour la circulation, pour qu'il y ait fluidité au niveau de la circulation. Qu'est-ce qui se passe quand ils se mettent à 5 à 10? Quand il y en a un qui interpelle un chauffeur, les autres viennent comme des abeilles. Pourquoi? Il y a un problème. Merci, M. Gandhi Kassongo. C'est juste une manière d'interpeller le général qu'il y a trop de bavures dans la ville. Il faut faire quelque chose parce que si vous êtes là, c'est pour la population et aussi pour la sécurité de la population et l'air bien. Alors, M. Benoît Olama, vous venez d'arriver. La thématique, le développement de la RDC est-il possible avec l'actuel leadership du régime Tshisekedi? On en parle. Mais la première question, d'abord pour vous, la question de curiosité. Hein, vous circulez dans la ville. Pensez-vous que la police est en train de faire réellement son boulot? Bon, mes excuses d'abord pour les désagréments convalescents. Et puis, je me suis retrouvé dans la même situation de l'état de route qui pose toujours problème. En ce qui concerne le général, je ne crois pas qu'il est encore efficace au niveau de la ville de Kinshasa. Après avoir travaillé presque 5 ans ou 6 ans, ailleurs il serait déjà renvoyé dans d'autres coins pour aller expérimenter ce qu'il a comme intelligence stratégique en ce qui concerne le travail de la police. Mais lorsque vous le regardez lui-même, c'est un homme déjà fatigué et qui n'est que dans le petit dossier. Il apparaît encore jeune, non? Libanais, laissez-moi parler. Il y a des Libanais, des Indiens qui sont sous sa protection et il fait l'argent. Il faut l'écarter. 5 ans après, il est depuis, je crois, 2018 ou 2019. Est-ce qu'il est efficace? Depuis le départ du général Kanyama, est-ce que lui, il est efficace dans la police? S'il y a des problèmes qui persistent, c'est puisque lui-même n'est pas efficace. Lui-même n'arrivait pas à donner le maire de ce que l'opinion entend de lui. Alors, curieusement, je pensais qu'il allait même déjà être renvoyé précipitamment en retraite, mais il est là, il continue à faire ce qu'il fait. Donc, il n'y a rien à espérer, puisque généralement, c'est connu que le poisson ne pourrit pas la queue, ça ne pourrit pas la tête. Le problème, s'il y en a, c'est au niveau de la tête et pas au niveau des troupes. Que s'il y a un exemple, un modèle, comme l'était le général Kanyama. Quand Kanyama arrivait sur le magasin, tout le monde se conformait. Tout le monde cherchait à respecter la circulation routière. Mais quand les autres viennent avec la brutalité, avec le manque de responsabilité qu'on sort, ça ne peut pas passer à ce niveau-là. Et moi, je le connais personnellement. Et s'il faut ramasser le véhicule comme il ramassait avec Kin propre les véhicules, là, ça allait être plus rapide, ça allait être plus automatique. Nous estimons qu'il a totalement failli, comme le régime est en train aussi de faillir. Il est là, tous ils sont en train de pourrir. Et la conséquence, c'est la population qui en pâtit. Regardez, il n'y a pas longtemps, le pape est passé ici à Kinshasa, on a déployé la garde républicaine. Indiquez-moi un seul coin où il y a eu des bouchons à Kinshasa. Un seul coin. Il n'y en a pas eu. Puisque quand on voit la tenue de la garde républicaine, d'abord les gens savent que c'est une unité disciplinée. La deuxième chose, c'est pas une unité qui va venir vous dire Pesanga avec des poches en bas où il va mettre de l'argent. Ce n'est pas une unité qui va vous dire écoutez, j'ai tracassé, je vais frapper. Non. Les gens savent que c'est une unité qui est disciplinée. Et dès lors que tout le monde connaît que l'unité est disciplinée, c'est-à-dire même les éléments, même des ministres qui par moment font ce qu'il faut sur la chaussée, disent non, mais écoutez, c'est des éléments qui gardent le chef d'État. Et les gens obtempèrent, respectent. Et vous avez constaté que même après le départ du pape, 2 ou 3 jours après, il n'y a eu absolument aucun boucher sur Kinshasa. En dehors du fait que nous avons des problèmes avec les routes qu'on a pensé avoir déjà terminé les travaux à plus de 90%, mais les plus ont démontré le contraire, que l'argent qui était décaissé était certainement pour le détournement. Il n'y a rien qui a été fait. Et jusqu'à aujourd'hui, derrière la résidence du chef de l'État, ici, au niveau des Galliéma, la route est toujours dans cet état-là. On peut aujourd'hui sortir de la boue, tout ce qu'on peut faire, curage et tout ça, mais ce qu'on a laissé depuis 3 mois, ça existe encore jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'on y a enlevé? Donc ce sont des problèmes de discipline. Au niveau du corps de la police, et l'inspection de la police devait faire aussi son travail. L'inspection est complètement en mais il y a quand même, Monsieur Olinga,
Olenga, général. Voilà, il y a monsieur Olenga, qui est là, général Olenga. Olenga. Il était à la police, non? À la police, non? Il y a maintenant Amouli, monsieur Benoît Olama, il y a maintenant Amouli. Amouli est en train de gérer aussi la police, non? Oui. Non, la police, je crois qu'il y a encore M. Amouri, le commissaire général qui dirige encore la police. Il a, je crois, 1 ou 2 adjoints, dont c'est chargé des questions administratives, et l'autre est au niveau des services judiciaires de la police nationale congolaise, ici au casier judiciaire. Il a 2 adjoints qui sont là, et donc normalement Kassongo dépendra. Donc Kassongo devait quand même quitter la police parce qu'il n'arrive pas à rassurer il est la déjà sécurité dans la ville. Ailleurs, même ici chez nous, à l'époque où tout allait très bien, après 3 ans, on fait toujours les changements. Une rotation. On restructure. Du fait qu'il a fait 5 ans, il ne peut pas continuer encore avec la police. Il est plus productif, il n'est là que pour la consommation. Et je le dis à toutes les responsabilités. J'ai été étonné. Une fois, je me trouvais sur cette avenue. On me montre la maison d'un général qui est à côté de Kalfungo là. Mais j'ai été étonné. Une maison, si c'est de 5 ou 6 niveaux. Alors je me suis dit, avec quel revenu? Et il n'y a pas qu'ici. Ok. Merci, M. Benoît Olama. Ce sont des problèmes. Je pense qu'il n'est plus efficace. Après 5 ans, normalement, on devait l'envoyer dans une autre école, dans une autre unité, pour aller perfectionner ce qu'il a comme matière. Merci, M. Benoît Yolama, M. Gondi Kassende, patriote congolais. Il y a un sujet important. Le développement de la RDC est-il possible avec l'actuel leadership du régime Tshisekedi? Rentrons du côté de la réalisation. Donnez-moi le premier élément du chef de l'État en Afrique du Sud où il a exposé sur les miniers de la RDC. Il a essayé un peu d'expliquer pour que la RDC puisse quand même être bien vendue, les potentialités de notre minier plutôt de la RDC. Prenons l'élément, nous allons revenir ici. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a exposé les potentiels miniers de la RDC lors de son discours à la conférence minière internationale Indaba Mining. Lors de son adresse mardi 7 février, le chef de l'État a commencé par présenter sa vision de transformation du secteur minier congolais et a soutenu une fois de plus l'idée de promouvoir les possibilités d'exploitation minière dans un climat des affaires réformé en RDC. Poursuivant son mode de circonstance, Félix Tshisekedi Tshilombo a assuré que son pays est disposé à mettre en place des accords mutuellement bénéfiques avec tous les partenaires ayant besoin des ressources du pays, pour citer le cobalt, le cuivre, lithium, manganèse. La RDC est prête à jouer un rôle majeur quant à cette crise énergétique. L'histoire atteste que mon pays a toujours été présent à tous les grands rendez-vous des révolutions industrielles, mais malheureusement que sa population n'en tire aucun quelconque profit. Une fois encore, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un grand rendez-vous, celui de renforcer la résilience au changement climatique à l'échelle mondiale. Et il est de plus en plus évident que la sécurité climatique, la sécurité énergétique et la sécurité alimentaire vont de pair. La République démocratique du Congo est encore prête à jouer sa partition. Mais cette fois, nous voulons que le peuple congolais y trouve pleinement son compte. Fort de son potentiel en minerais stratégiques que sont le cobalt, le cuivre, le lithium, le manganèse, le nickel et le graphite, mon pays peut contribuer au règlement des questions climatiques et ainsi jouer un rôle majeur dans cette transition énergétique. Accompagné d'une forte délégation gouvernementale, le président Félix Tshisekedi a visité le stand d'exposition du ministère des Mines ainsi que de celui de la GECAMINE. Retenons que pour cette journée du 7 février, au deuxième jour de la conférence minière internationale Indaba Mining, cette journée a été marquée par les discours des présidents sud-africains Cyril Ramaphosa et du Congolais Félix Tshisekedi. De retour sur ces plateaux des CSS Télévision, le reflet de tout un peuple, la chaîne
de la maman nationale, la maman de la nation, Félix Tshisekedi, expose les potentiels miniers de la RDC à Cap Town. Nous venons de suivre M. Gandhi Kassende. Pensez-vous que cette manière de faire du régime Tshisekedi, c'est une manière de s'affirmer sur le plan leadership, et aussi dire que la RDC peut offrir mieux que d'autres pays? Mieux que d'autres pays, je ne sais pas. Autant que d'autres pays, oui. Parce que nous avons il y a des potentialités. Il y a des potentialités. D'autres n'ont pas, mais d'autres se développent. A contrario de nous qui avons, mais que nous ne développons pas. Le Japon n'a pas de richesses, autant de richesses que le Congo. Singapour n'a pas autant de richesses que le Congo. Si je cite un petit pays qui est à côté de nous, qui a un peu de richesse comme le Botswana, qui a du diamant, qui transforme son diamant sur place, qui lui rapporte une plus-value, cette plus-value lui permet d'avoir un budget conséquent pour pouvoir aider le pays à se développer. Notamment, je vous citerai l'exemple, les étudiants là-bas, tous les étudiants sont boursiers, au moins autour de $150 depuis les secondaires. Je vous citerai aussi un autre exemple, toujours le même pays, le Botswana. Un enseignant, et je ne cesse de le répéter pour que ici que les choses bougent, un enseignant touche $1 300 à côté d'un député qui touche $1 800. Voilà les rapports. Moi, je pense que ça tient. Je ne dis pas qu'il faut qu'on arrive à $1 300 pour l'enseignant et les députés 1800. Au moins que les rapports soient de 1 à 10, pas au-delà. Aujourd'hui, quand on regarde les émoluments d'un député ou d'un sénateur, mais on ne peut même plus parler, tu vois, on n'a que des larmes dans les yeux. Qu'il touche 21 000 ou 11 000 ou 15 000 $, là n'est pas le problème. Même le problème est dans les rapports entre le bas salaire d'un huissier, le bas salaire de la fonction publique ou d'un enseignant, d'un policier, d'un militaire, que ce soit des rapports de 1 à 10, pas au-delà. Quand c'est au-delà, c'est criant, non seulement qu'on crée des équilibres au niveau de la société, mais on crée aussi, on favorise l'intrusion des esprits mauvais qui peuvent mettre en déroute notre pays. C'est un peu le cas de ce que nous vivons au niveau de l'Est. C'est un peu le cas que nous vivons même ici à Kinshasa. Regardez l'état de la situation sociale des jeunes ici à Kinshasa. Et regardez, on a cité le cas de la police. Et la police n'existe que de nom. Maintenant, au lieu que c'est la police qui fasse peur aux les citoyens qui se méconduisent, c'est plutôt le contraire. Ce sont ces jeunes-là qui font peur à la police. Ça pose un problème, que ce soit au niveau de la circulation, que ce soit au niveau de... Ça pose un problème. On doit penser les choses autrement. Certes, nous avons cette possibilité que la nature nous a donnée d'avoir des matières premières, des matières premières qu'on ne trouve pas ailleurs. Ça devrait faire en sorte qu'ici, chez nous, on ait des finances solides, qu'on ait un budget de plus de 100 milliards par an. En ayant un budget... Ce n'est pas un rêve, donc... c'est un rêve réalisable, c'est réalisable. Le tout, c'est l'organisation, non seulement structurer la société telle que ça peut nous... Regarde, aujourd'hui, au niveau de l'informel, on est en train de chasser les gens dans la rue. Je passe de coq à l'âne. C'est bien, puisque c'était sale. Mais il y avait lieu de profiter de cette situation au préalable, d'imaginer comment organiser cette partie informelle de notre société sur le plan économique, de les remettre sur le plan formel. On aurait pu, par exemple, organiser des centres de locaux où ces jeunes pouvaient se mettre ensemble à 2, à 3 et leur donner des subventions, leur dire vous allez travailler, mais dans le bon sens, dans le formel, et que vous paierez les impôts peut-être dans 2 ans ou dans 3 ans. Mais en attendant, vous avez des moyens, mettez-vous ensemble, participez à la vie économique et sociale du pays. On pouvait le faire. Les richesses, on peut les créer ici. Regardez, aujourd'hui, on ne vit que par rapport aux matières premières. Il y a des pays qui vivent par rapport à la TVA. Est-ce qu'aujourd'hui, on contrôle la TVA en République démocratique du Congo? Je ne pense pas. Il y a des Par exemple, la Belgique a quelle richesse si ce n'est pas son port? Le charbon, le service, etc. Il n'y a pas grand-chose. C'est une question d'organisation, de créer des intelligences. On a des gens compétents, intelligents. Il faut le mettre là où ils peuvent être le mieux pour le pays, pour eux-mêmes aussi. Merci. Alors, M. Benoît Olam a la même question à vous. Le développement de la RDC est-il possible avec l'actuel leadership du régime Tshisekedi? Vous venez quand même de suivre le président de la République.
à Cap-Town en train d'exposer sur les potentiels miniers de la RDC. Pensez-vous que c'était une belle opportunité? Bon, je ne pense pas que le développement peut se décréter au travers d'un forum. Je ne crois pas. On peut avoir 1000 forums, 2000, 3000 forums. Ce n'est pas là qu'on va planifier un développement, à moins que ce soit un développement du pays des tiers-monde. Là, peut-être on peut dire qu'on peut envisager certaines options, mais sur le plan purement du développement, il faut travailler sur le plan interne. Il faut qu'il y ait une planification et des objectifs à atteindre. Mon contradicteur a cité le cas du Japon. Au Japon, par exemple, tout étudiant, tout élève qui ne fait pas au-delà de la moyenne est envoyé dans une école professionnelle. Et le Japon a développé plus la technologie. Technologie mélangée avec la science. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en matière informatique et même sur le ménager, l'électroménager qu'on sort, le Japon est parmi les premières nations du monde. Et donc, c'est ce qui a permis qu'ils ont développé l'automobile, ils ont développé l'électronique, un peu beaucoup de types de sociétés qui travaillent et qui ramènent énormément de l'argent dans les trésors publics japonais, et les gens construisent et rendent leur ville plus propre qu'il était, bien que le Japon avait bénéficié d'un fonds Marshall après la Deuxième Guerre mondiale. Donc ce sont ces moyens-là qui avaient permis au Japon de se construire et d'être le Japon aujourd'hui. Lorsque vous prenez par exemple le cas de la Chine a misé son développement sur l'agriculture. C'est l'expérience même que le maréchal voulait tenter ici, bien que les Chinois n'ont pas travaillé dans l'ensemble du pays. Et malheureusement, ça s'est limité, il n'y a pas eu de continuité. Et la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, nous continuons à avoir une agriculture purement qu'on peut qualifier de rapide, où il n'y a absolument rien, où les gens ne cherchent qu'à se nourrir, c'est terminé. Alors, maintenant, s'il faut envisager le développement, pendant que nous avons la guerre, je ne sais pas comment on peut réfléchir au développement. Arrêtez d'abord la guerre. Mais la guerre, c'est aussi une opportunité dans d'autres pays si pour se développer. Si la guerre n'est pas arrêtée, tout ce qu'on a comme ressources, on a parlé de la gratuité de l'enseignement. Mais il faut se rendre dans ces écoles. On donne à un enseignant $150 avec 100 élèves. Je ne sais pas comment il peut enseigner ces élèves-là. J'ai été élève depuis le primaire, j'ai été étudiant. Je n'ai jamais connu autant, bien qu'en arrivant à l'ENIKI, on a trouvé une situation un peu différente à ce que nous avions vécu au grand séminaire, où vous êtes en 5, 12, 20, c'est fini, et puis le professeur est libre de transmettre la matière, vérifier les niveaux, évaluer les étudiants. Mais ici, vous avez 200, 300, 400. La qualité d'abord des gens qui sortent. Même écrit la langue française qui est très facile que la langue lingala. Les étudiants n'arrivent pas, il faut vérifier, lire les TFC et des mémoires, même des mémoires de DS. Vous serez étonné de constater qu'il y a autant de fautes. Vous voyez les noms des grands professeurs, mais lorsque vous lisez le contenu d'un travail que lui il a dirigé, vous allez constater que même le professeur est fatigué, il ne fait plus le travail. Et donc, la recherche est déjà complètement négligée, les gens ne font plus la recherche. Et quelques personnes qui publient, c'est généralement sur le droit, un peu d'économie et qu'on sort. Alors, à l'époque, nous avions des bingotos qui assuraient la formation en polytechnique. Mais depuis le départ de Bingoto, et la Polytechnique fait toute une année sans une promotion des gens qui sont formés. Et même ceux qui sont formés, la qualité même des professeurs qui soutiennent leur thèse ici chez nous. Mais lorsque vous l'écoutez, vous l'entendez, vous posez des questions. Donc il y a déjà un problème. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour ce pays? Alors, il y a autant de problèmes. Alors nous estimons que s'il faut amorcer le développement du Congo, il faut relancer des activités comme le service national. Faire que les gens aient d'abord à manger. Le service national, que ce service-là soit au moins à travers tous les territoires nationaux. Et la question du manger et du bois peut s'arrêter avec le service national. Et lorsque le service national va arrêter cela, il y aura un effet d'entraînement de la production du service national qui peut aller se constituer en matière première des industries locales que nous avons. Nous avons ici quelques industries sucrières, il y a la boisson, tout ça, qui généralement, même des sociétés qui produisent l'huile de palme, ils importent aujourd'hui de Vietnam, ce qui ne se faisait pas hier. Mais si aujourd'hui, on relance les quelques structures qui étaient au niveau de Bandundu, vers Mangaï, si je ne me trompe pas, il y a des sociétés palmistes qui sont là, dont les plantations sont maintenant presque en train de chômer. Mais si vous n'avez pas relancé cela, s'il n'y a pas une bonne planification, il ne faut pas rêver que puisque vous avez parlé français sur le plateau, que le développement va vous arriver. Alors, absolument pas. Merci, et même quand le président cherche à améliorer son anglais,
il aura amélioré 1000 fois, il n'y aura jamais de décollage économique à l'intérieur du Congo. Ah oui, Ça, monsieur Benoît Lama, mais du moins il était sincère en disant que prochainement il va améliorer son anglais parce que c'est aussi la langue. Non, qui tient d'abord une conférence sur la faciliter question de la sécurité. Il a signé un accord que nous n'acceptons pas. Nous allons revenir. Il doit tenir une conférence Restons de presse. En défaut, nous allons appeler la population à sous le S'il vous plaît. C'est incroyable ça. S'il vous plaît, restons d'abord sur la première question. Nous sommes dans les débats, nous parlons du Congo. S'il vous plaît, restons d'abord à la première question du développement. M. Gondika Sendege, mais M. Benoît Lama a soulevé des choses vraiment utiles ici quand il dit qu'il ne faut pas envisager les développements si vous ne pensez pas d'abord à l'intérieur, essayer de faire quelque chose. Il a cité les services nationaux. Il faut quand même essayer de faire quelque chose, mais il y a quand même aussi dans certaines provinces, il y a des choses, mais il y a un problème de route. Comment envisager les développements sans relier les provinces? On a des problèmes très sérieux de route. Non, on a un problème très sérieux. Ça nécessite tout un débat sur ça. C'est difficile aussi de répondre en une journée, en 1 heure ou 2 heures au questionnement. Le développement de la RDC est possible avec le leadership actuel du président. Est possible? Pour peu que les présidents tiennent réellement les choses en main et fassent respecter les choses, les règles. Il a souvent parlé, puisqu'on parle des minéraux, lui il a parlé plutôt du revanche de l'agriculture sur les minéraux. Mais il a bien dit, je ne sais pas, il faut rappeler aux gens que ce pays s'est développé grâce à l'agriculture. Comment? À l'époque du roi Léopold II, c'est l'agriculture, du caoutchouc, des palmiers et autres qui ont fait que le pays a eu de l'argent. C'est cette culture de l'EVA, c'est-à-dire du caoutchouc ou d'autres produits agricoles, qui ont financé la mise en place de l'industrie minière ici au Congo. Que le président dise la revanche du sol sur le sous-sol, il a raison, il faut insister là-dessus. Il faut insister, pas seulement ça reste au niveau des dires, du parler, il faut que ce soit, on mette les moyens au niveau de l'agriculture, que l'État impulse, puisqu'aujourd'hui on attend sur les privés pour développer l'agriculture, puisque dans tous les pays, ce sont les privés qui développent l'agriculture. Puisque ça traîne à venir, l'État doit impulser, donner les moyens, donner un exemple, comment on met les moyens pour pouvoir développer l'agriculture. Les dire, c'est bien. Je me rappelle à l'époque de Kabila, on avait même acheté aussi les tracteurs. Le discours, c'est bon, mais l'applicabilité. Il faut appliquer sur les terrains. Il faut financer ceux qui sont déjà dans l'agriculture aujourd'hui et favoriser. Et que l'État, moi je dis par exemple l'armée, mais l'armée doit être une armée de développement. Aujourd'hui, on voit les militaires, les policiers vaquer dans les rues de Kinshasa à ne rien faire. Pourtant, il y a des terrains ici, pas loin de Kinshasa. Des terrains vides. Pourquoi est-ce qu'une partie de l'armée ne serait pas dans l'agriculture, tout en se formant en tant que militaire, en tant que policier, pourquoi ils ne se mettraient pas dans l'agriculture? Pourquoi tous ces jeunes-là, on veut les amener toujours à Kanyama-KCC? Il y a des jeunes volontaires qui peuvent accepter avec 200 ou 300 $ de travailler les champs ici à proximité de l'aéroport d'Ndjili. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on est toujours cantonné à construire des immeubles? Certes, pour avoir 500 $ par loyer, on peut gagner plus en misant sur l'agriculture. Non seulement qu'on va produire et on fait du social en même temps. Donc, un des éléments, c'est ça. Un des éléments de développement, c'est aussi, à la base, qu'on le veuille ou non, quel que soit le développement où ça a eu lieu, c'est d'abord l'enseignement. Structurer l'enfant, d'abord à l'école maternelle, structurer l'enfant dans sa famille, structurer l'enfant dans la cité, mais ça suppose aussi qu'on mette des structures en place. Regardez, aujourd'hui, on a saucissonné le ministère de l'Éducation nationale. L'éducation nationale doit être une éducation nationale, avec un ministre et des directions, des secrétariats généraux, etc. Une éducation nationale auquel on doit lier la jeunesse et le sport, puisqu'à l'école, on doit former non seulement l'homme, l'enfant intellectuellement, on doit aussi le former physiquement. Un corps sain dans une âme saine, je ne vais pas le dire en latin, mais c'est ça le principe. Ce principe que nous avons tourné le dos à ce principe depuis des années. Ça pose un problème. Non seulement ça pose un problème à l'école pour les enfants,
Il y a des enfants qui devraient être motivés à être à l'école puisqu'ils aiment bien les sports. S'il y a des sports à côté des études classiques, ils viendraient puisqu'ils voudraient faire des sports. Même dans la vie courante, on a des gens, des athlètes, on a de sportifs avec des compétences, mais puisqu'ils sont mal formés, moins formés, si la formation commençait déjà depuis l'école, on aurait aussi des résultats sur le plan sportif. Et merci, merci M. Gandhi Kassende, M. Benoît Olama pour terminer cette première question. Mais la population, c'est aussi un élément pour le développement de son pays. Quand on a un capital humain, on a le plus grand nombre de gens, c'est aussi une richesse. Comme M. Gandhi Kassende dit, nous avons assez d'espace ici, à Kinshasa. Pensez-vous que l'État peut aller dans ce sens-là, avoir une politique d'encadrement de la jeunesse pour les occuper afin qu'ils soient quand même productifs pour la nation? Bon, moi, je ne crois pas que même en répondant à votre question, nous allons atteindre le maximum des idées ou la réflexion nécessaire par rapport au problème du développement. Lorsque nous faisons une étude comparée sur des bases qui ont permis à certaines nations de se développer à travers le monde, il y a plusieurs paramètres, pas les paramètres qui sont aujourd'hui évoqués par le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale. Et nous constaterons peut-être avec regret dans certains endroits, comme les États-Unis, c'est la traite négrière qui a développé les États-Unis, qui a permis aux États-Unis de décoller. En achetant des esclaves et en ramenant, ils ont travaillé dans l'industrie agricole et une agriculture qui a été presque généralement industrielle. Le café qu'on sort, et aussi une partie de cette intervention américaine est axée dans la violence et dans le pillage des ressources minières d'autres pays. Alors, et lorsque vous prenez la France, par exemple, c'est les Lumières. Avec Montesquieu et tous ces philosophes que vous avez connus, ce sont eux qui ont donné l'impulsion au développement de la France. Et chaque nation a ses réalités. Mais là, le grand problème ici chez nous, j'ai vu Mouzé à donner des tracteurs, même Joseph Kabila a donné des tracteurs aux églises, à certaines communautés. Mais certains ont eu à dépiocer ces tracteurs pour vendre des monteurs aux propriétaires des MB qu'on appelle communément dans les Congolais inconscients. Et ils n'ont même pas fait l'agriculture. Mais même en leur donnant cela, il faut un encadrement. Certains n'ont pas été encadrés et pour eux, ça devenait un facteur d'encombrement. D'autres, ces tracteurs devenaient automatiquement un bien de luxe qu'il faut exposer à la maison pour dire que je suis. Et autant de problèmes. Donc, on peut tout faire, on peut tout dire. Il faut une planification. Il faut optimiser le travail qu'on veut faire. Si on dit on s'occupe des deux secteurs de la vie, c'est-à-dire on prend l'enseignement, mais aujourd'hui, il est vraiment totalement en perte de vitesse. Aujourd'hui, l'enseignement n'est plus l'enseignement que nous avons reçu, nous, quand nous étions peut-être... Malgré les efforts du régime. Mais ce n'est pas le régime qui va résoudre le problème. Le problème de développement, c'est le problème de tous les Congolais. Si vous basez un travail de développement sur le régime, vous n'allez jamais avancer, puisque chacun va venir avec ses idées. Il y a des imperfections dans chaque plan qu'on peut présenter. Et pour que ces plans réussissent réellement, il faut laisser aux Congolais, laisser aux gens qui ont la possibilité de réfléchir au développement. Pas nécessairement des professeurs, mais les écoles techniques, comment nous les encadrons dans notre pays. Nous avons l'ISTA, on veut tout de suite transformer l'ISTA en une université. Or, la mission d'un institut supérieur n'est pas la même que la mission d'une université. L'université a l'unique vocation, c'est la recherche. Bien qu'aujourd'hui, tout le monde est sur le petit papier et la recherche, c'est sur un petit papier et des publications dans les journaux. Tandis qu'au niveau des écoles techniques, c'est l'application, c'est la production pratique et professionnelle. Exact. Alors, ici, on a négligé l'INPP qui est une structure très... en tout cas riche pour moi. Nous avons des problèmes avec des mécaniciens, par exemple au niveau de Kinshasa ou du pays. Nous avons quelques écoles techniques et la coopération japonaise est toujours ouverte pour soutenir. Mais malheureusement, l'argent qui entre là-bas est partagé avec et donc entre les mains des gens. Et si on encadre des jeunes gens, vous dites, OK, nous choisissons le secteur professionnel, le secteur agricole, nous faisons ceci, 2-3 ans qu'on réfléchisse et qu'on mette une matrice à laquelle, même après notre départ, les gens qui vont venir
peuvent s'appuyer. Le plan du maréchal, à l'époque, ce n'était pas un mauvais plan, mais il y a eu des éléments extérieurs à ce plan, mais si on mettait ce plan en marche, comme même le plan triennal des musées, où il a présenté comment on pouvait relier Kindu à Kinshasa et qu'on sort, assurer d'abord les déplacements et des produits vivriers et des hommes, si le déplacement est assuré dans de bonnes conditions, si les gens arrivent à circuler normalement. C'est-à-dire même la question qu'on nous amène aujourd'hui de Wi-Fi ne se poserait plus, puisqu'on peut avoir des livres au niveau de Kinshasa et on peut les amener facilement vers Goma, vers Bukavu, vers Kindu et dans d'autres cités où les gens pourront avoir non seulement des universités, on leur donne seulement de la matière, mais des universités, ils seront capables de s'ensumer, de produire et des énoncés qui permettraient à la République d'avancer. Mais lorsqu'on ne le fait pas et qu'on se limite à dire nous voulons le développement, c'est uniquement un simple slogan qui n'a aucune conséquence sur notre existence. Mais attention, le développement n'est pas à confondre avec la croissance. Et la croissance, c'est l'augmentation de la quantité ou de biens de production d'existence, maisons, consorts. Mais le développement prend aussi la dimension mentale, comment nous raisonnons. Lorsqu'on est en face des Blancs, on tremble, on pense que le Blanc est Dieu plus que Dieu. Et lorsqu'on est avec des Congolais, on a la tendance d'écraser. Et lorsqu'on paie la dette ici au niveau du ministère, j'ai entendu que les Libanais étaient le mieux payés les Indiens que les Congolais. Or, s'il faut booster le développement du Congo, à l'époque où il y avait le service de cantonnage, ce sont aux commerçants que l'argent était destiné, c'est les commerçants qui payaient les cantonniers, et les cantonniers aménageaient des routes un peu partout. Bien que la technologie a déjà avancé, peut-être qu'il faut s'adapter, mais ce sont des éléments qui peuvent permettre que le pays décolle, quitte le stade où il n'y a que des discours de ceci, cela, où rien n'avance. Merci, M. Benoît Olama. Vous êtes cadre du PPRD. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les développements de la RDC. Est-il possible avec l'actuel leadership du régime Tshisekedi? On en parle, on a à parler de ce premier point. Félix Tshisekedi a exposé le potentiel minier de la RDC à Cap Town. Vous avez suivi quand même les réactions de mes invités, mais je rentre du côté de la réalisation pour prendre le deuxième élément, réunion sur les actes des tortures de femmes et des enfants dans la province du Maniema. Ça aussi c'est important. Il y a le Premier ministre qui avait organisé cette réunion. Prenons l'élément, nous allons revenir comme ça. M. Kasseneva prend la parole. Du Maniema, notamment des cas de violations des droits de l'homme caractérisés par des actes de torture en public sur les femmes et les enfants à Salamambila, le Premier ministre Jean-Michel Samalu Konde a réuni autour de lui à la primature quelques membres de son cabinet afin d'envisager des mesures idoines de cette situation très alarmante. Le ministre des Droits humains fait le compte rendu de cette réunion. Je pense que l'opinion se souvient que les ministres des Droits humains que nous sommes avions reçu une grande délégation des députés nationaux, des sénateurs et des députés provinciaux et autres notables de la province d'Imaniema autour des cas de graves violations des droits de l'homme que nos compatriotes de cette province vivent. C'est d'autant plus grave que le Premier ministre qui était saisi a voulu avoir la lumière. Après les grands visiteurs que nous avons reçus dans la République, le pape, on ne peut pas s'en cacher. Le Premier ministre nous a convoqués, les différents responsables, son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, les ministres de la Santé et les ministres de la Défense et nous-mêmes en charge des droits humains pour étudier la réponse du gouvernement qu'il faut apporter à nos compatriotes, à cette grande préoccupation de violation. Le corps de la femme est sacré, tout comme tout autre corps. C'est à travers la femme que nous venons au monde. On ne peut pas se permettre de faire la loi en pleine République démocratique du Congo et appliquer la charia, se mettre à flageller les femmes qui porteraient des pantalons ou des petites robes. Mais cela n'est pas interdit par la loi. On ne peut pas
tolérer cela. Ces actes de torture et violence contre les paisibles citoyens, principalement les femmes, sont perpétrés par des groupes armés non autrement identifiés à Salamambila, dans le territoire des Kamombar, dans la province du Maniema. Le chef du gouvernement, qui prend la situation au sérieux, n'entend ménager aucun effort pour y mettre fin. Non à la violence, nous venons de suivre l'élément, la réunion organisée par le Premier ministre Sama Lukonde, les chefs du gouvernement, sur les actes de torture des femmes et des enfants dans la province du Maniema, l'une des provinces de la République démocratique du Congo. Vous venez de suivre quand même M. Gandhi Kassende, le ministre des Droits humains, Fabrice Pouila. Quelle est votre réaction? Moi, c'est... On appellerait ça dans votre langage de journalisme un marronnier, c'est-à-dire un sujet qui revient périodiquement, chaque fois, dans les mêmes termes. Je veux bien ces genres de discours, de constats qu'on a constatés plusieurs fois, mais il faut des actes. Il faut des actes. Et puis, ce n'est pas un travail du ministre des Droits humains. Qu'est-ce qu'il peut faire? Quel est son pouvoir en tant que ministre des Droits humains? Il y a la torture, la justice sert à quoi? On doit donner réellement le pouvoir à la justice. La justice doit se donner le pouvoir. C'est du ressort de la justice. Quand il y a ce genre de comportement de torture, c'est banni par quoi? Par la loi. C'est prévu. Il y a des sanctions qui sont prévues. C'est à la justice de prendre à bras le corps ce genre de sujets, ce genre de comportements. On perd du temps. Vous savez combien on a dépensé pour qu'il y ait cette conférence, cette réunion. Alors qu'en République démocratique du Congo, il existe des lois contre ce genre de comportement. Il y a la police qui existe, qui est formée dans ce domaine. Il y a la justice. Il faut quand même s'approprier de ces problèmes. Non, mais on le sait. Le béaba, avant d'agir, comme tout un gouvernement sérieux et responsable, il faut organiser une réunion. Non, parce qu'il y a aussi, j'ai vu le ministre de l'Intérieur, j'ai vu le ministre de la Défense, j'ai vu le ministre de la Santé. Tout marche des peurs. L'organisation existe. La police a un rôle à jouer là-dedans. Les affaires sociales, c'est-à-dire les assistants sociaux, les éducateurs sociaux et autres, ils ont leur rôle aussi dans ça. Et la justice, en dernier ressort, c'est comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut agir. C'est dans l'agir que les choses peuvent rentrer dans l'ordre. L'ordre au niveau du comportement, de nos mentalités, ça peut évoluer. Ça ne peut évoluer qu'entre autres, au-delà de l'éducation, mais c'est aussi par la sanction, par la justice. Mettons en avant la justice, au travers la police, au travers les éducateurs et autres, doivent agir. C'est ça, c'est ce qui manque chez nous. Merci. Alors, M. Benoît Lama, en écoutant M. Gandhi Kassende, il ne faut pas se plaindre, il faut agir face à ces problèmes. Pensez-vous que la réunion était importante ou il fallait directement agir? Bon, je ne sais pas d'abord si on peut parler des droits humains. Permettez que je commence de cette manière-là. Okay. Je ne sais pas si les ministères des droits humains existaient dans ce pays. Mais ce point-là, je le connais. Il a été mon contradicteur dans certaines émissions, je crois, dans une chaîne de la place ici à Kinshasa. Mais moi-même, j'ai douté de ses capacités à gérer ces ministères. J'ai douté de ses capacités à gérer ces ministères. Je peux vous trouver une correspondance de M. Mbayo, dont le garçon est décédé à Makala depuis près d'une année maintenant. Lui, le ministre des Droits humains, a été copié. On a adressé une correspondance. Et il n'a jamais réagi, pas même un accueil de réception jusqu'au moment où nous parlons. Mais ce gars a été mappé au niveau des Matete, sans que même la pro-rep Clarisse, je ne sais pas si elle est encore là, ne soit au courant pour une affaire de $50. Et le gars est parti à Makala, dans cet état de droit, il y a un ministère des droits humains, et il est décédé par manque de soins. Et le gars, le substitut qui l'a envoyé à Makala, prétend avoir des relations, que c'est mon pouvoir, c'est notre pouvoir. Et ce papa continue à faire le tour des chaînes de Kinshasa. Je l'ai vu chez Mr. Mutombo Sango, je l'ai vu encore dans l'autre chaîne. Mais personne n'écoutait. Je le même moi accompagné au niveau de la structure, au niveau secrétaire, au niveau de la commission des droits de l'homme, pour qu'on lui permette même d'enterrer d'abord son enfant, avant qu'on établisse les responsabilités. L'inspecteur des services judiciaires a été saisi.
le premier président qui est un inspecteur là-bas, qui a tenté de faire ce qu'il pouvait faire, mais il est limité, puisque l'homme n'a pas d'argent. Si c'était un homme d'argent, comme on a donné au niveau du parquet de Kalamou l'argent pour aller arrêter une dame à 4 h du matin, tout se fera à 4 h du matin, tout sera réglé. Alors, pour le cas de la jeune dame, je crois que c'est cette image qui a fait le tour du monde, où les milices, je ne sais pas si c'est Maïmaï Kodeko, comment on les appelle, qui sont dans les Maniema, ont frappé presque nu la fille, comme si nous étions encore à l'époque coloniale. Je crois que c'est l'image qui gêne. Mais ceux qui sont tués ici à Kinshasa, ceux qui mettent dans les locaux de services de sécurité à Kinshasa, ceux qui mettent dans les locaux de services de la police à Kinshasa, ne sont-ils pas des Congolais? On n'a jamais entendu d'une réunion. Et moi, je continue à le dire. Je doute même des capacités de mon ancien contradicteur, M. Pouela. Peut-être pour les 14 rouges, pour le spectacle là qu'il avait fait à Matadi, il se croyait déjà être un homme d'État, mais je ne vois pas en lui. On ne le sent pas, il n'existe pas. J'ai donné déjà un cas qui est patent, qui existe encore. Alors, les corps est à la morgue de l'hôpital de Ngiringiri. Les documents sont là. Vous doutez, je vous amène l'intéressé. Alors, je ne crois pas qu'ils sont en train de... Tout ça, c'est pour se faire un peu de l'argent, parce qu'après telle réunion, ils vont se partager de l'argent. Et là, que c'est la primature, probablement entre 3 à 5 000 $ par réunion pour une telle réunion. Et donc, je ne crois pas à la sincérité de la réunion. Moi, j'estime que c'est pour un peu distraire l'opinion, mais puisqu'ils n'arriveront pas là où la fille se trouverait, ils n'auraient pas le moyen de l'antenne. Mais ceux qui ont témoigné, il a des services partout. Ceux qui ont témoigné devant le Saint-Père, ici à Kinshasa, qui sont torturés en Ituri. Nous avons entendu ici, il n'y a pas longtemps qu'hier, que la MONUSCO a tué 8 Congolais. Aucune condamnation. Les gens laissent passer ça, on constate comme si un fait divers comme... nos compatriotes tués ici à Kinshasa. La fille vivra encore. Nous condamnons la violence, c'est d'où qu'elle vienne. Mais la MONUSCO a utilisé des moyens que la population n'a pas. C'est que nous appelons des moyens disproportionnés. Et on tire sur les civils qui n'ont que des armes blanches et ils ont des armes en feu. On a tiré, on ne s'en gêne pas, mais on demande à la population de se calmer pendant que la population a des difficultés. Où sera alors ce ministre des droits humains? Et j'écris aussi au ministre des Affaires étrangères, pourquoi on ne peut pas revoir la convention, l'accord de siège entre la MONUSCO et le Congo? Pourquoi la MONUSCO continue à rester? Puisque la MONUSCO n'a jamais tiré sur un seul militaire rwandais, sur un seul Soudanais, un seul Kenyan, mais la MONUSCO a toujours été capable de tuer. Et cette année, ça c'est la 3e fois que la MONUSCO tue sur le sol congolais. Mais on n'en tape pas cela. Mais on fait une réunion pour la dame, puisqu'on va se partager l'argent. Mais aucune condamnation. Ça révolte. Merci, M. Benoît Yolama. Mais j'aimerais placer un mot. M. Fabrice Pouela, notre ministre des Droits humains, j'aimerais que vous puissiez aider les chefs de l'État faire bien votre travail. Ah oui. En écoutant ce que M. Benoît Yolama vient de relever ici, donnez-moi l'image avec Yolama. Ce que M. Benoît Yolama vient de relever ici, c'est extrêmement grave. Oui. Vous n'êtes pas là pour remplir les poches. Moi encore, pour faire de l'apparition, qu'on puisse vous voir, vous êtes là pour travailler. Si les cas que Yolama vient de soulever, vous ne les faites pas comme il faut, j'aimerais que vous puissiez vraiment faire le nécessaire. Sinon, je demanderais, si possible, qu'on fasse des remaniements. Que vous il faut. Mais qu'il aille dans les cachots à Kalamou, qu'il aille dans les cachots à Matete. Regardez les conditions de détention des gens dans les cachots ici à Kinshasa. Il y a un ministre dans un bureau. Mais c'est le droit. Regardez comment les gens vivent comme des bêtes dans les cachots ici, à Kinshasa. Dans les conditions. Regardez partout. Pas humaines. Non. Voilà, merci. Rentrons du côté de l'organisation. Prenons le 3e élément de M. Christophe Mbosso, le président de l'Assemblée nationale. Il était également avec le ministre de la Défense et l'équipe. Ils ont analysé sur la situation de l'Est et aussi sur l'armée régionale. Il y a eu des recommandations. Entre parenthèses, suivons d'abord, nous allons revenir pour ouvrir cette question de l'insécurité parce que notre sujet principal, le développement de la RDC, est-il possible avec l'actuel leadership du régime Tshisekedi? La sécurité, c'est aussi, s'il y a la paix, donc le développement est aussi possible. Prenons d'abord l'élément. Merci au ministre de la Défense. Merci également à l'état-major de notre force armée d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur le ministre vient de vous dire
la raison de cette rencontre. Ça porte essentiellement sur la grave situation sécuritaire de l'Est et un peu de l'ensemble du pays. Nous avons tiré tous des conclusions. Nous, au nom de la représentation nationale, notre peuple tient à ce que notre armée se ressaisisse, prenne un sursaut d'orgueil pour barrer la route au M23 supplétif de l'armée rwandaise. Ensuite, nous avons demandé au chef d'état-major des forces armées et au ministre de la Défense de prendre des dispositions urgentes que requiert la gravité de la situation à l'est du pays, en prenant des dispositifs utiles pour que les éléments des forces armées envoyés au front ou d'autres barrent définitivement la route au M23 et à l'armée rwandaise. Par ces dispositifs, nous avons dit beaucoup de choses. Et nous allons y veiller. En même temps, nous prendrons contact avec le commandant suprême des forces armées pour faire rapport de nos entretiens et présenter des propositions au nom de la représentation nationale. S'agissant des forces régionales, il en a été cas. Nous saluons l'adhésion de notre pays à la communauté de l'Afrique de l'Est. La configuration géographique de notre pays exige que nous puissions adhérer à beaucoup d'organisations sous-régionales. La sécurité de notre pays en dépend. Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est une bonne démarche. Cependant, s'agissant des forces régionales qui se trouvent à Goma, nous, au nom de la représentation nationale, nous demandons au commandant suprême des forces armées si, dans un délai raisonnable, que les forces régionales n'arrivent pas à nous soutenir contre l'agresseur et qu'ils se complaisent à soutenir ou à aider nos ennemis, nous demanderons au commandant suprême des forces armées, qui est le président de la République, chef de l'État, pour qu'il prenne la décision qui s'impose. Notre pays doit s'assumer. Ce n'est plus le moment où nous devons laisser les chefs de l'État seuls travailler. Nous soutenons les bons éléments de notre force armée. Ceux qui trouvent qu'ils ne peuvent pas. Coup de chapeau à notre président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Je vous dis coup de chapeau, félicitations, parce que j'ai aimé votre chute. Si cette armée régionale n'arrive pas à répondre aux besoins de la RDC, ils sont là pour soutenir nos ennemis, il faut qu'on prenne une décision qui s'impose. Là, je vous dis merci. Courage comme ça. Allez dans cette allure. Nous allons vous soutenir. Alors, je préfère ouvrir cette question avec M. Gondi Kassende. La personne qui avait terminé, c'était Yola. D'accord, ok. Voilà, j'ouvre cette question avec vous. Nous parlons d'un sujet important, le développement de la RDC. Est-il possible avec l'actuel leadership du régime Tshisekedi? Pourquoi je parle du leadership? Parce que la question sécuritaire demande aussi un leadership. Vous avez suivi le président de l'Assemblée nationale. C'est vrai, la situation de l'Est dérange. Quelle est votre analyse par rapport à ce qu'il a dit? Oui, je pense qu'il a bien ramassé le sujet en très peu de mots, en quelques 2-3 phrases. Il a résumé la situation. Par rapport à ça, je peux me poser des questions, m'interroger et interroger les téléspectateurs, à savoir si on n'était pas dans cette organisation des pays de l'Est et que le Rwanda continue à nous menacer et que nous
ont riposté, quelle serait notre situation face à ce bloc de l'Est? Moi, je pense que le choix du président de pouvoir adhérer, c'était un bon choix. Puisque certaines dispositions de cette institution nous protègent aussi. Okay. Sauf là où le bas blesse, M. Mbosso l'a si bien dit, ils sont venus ici pour être une armée offensive, débouter les rebelles du M23, derrière eux, l'armée rwandaise. Mais c'est une disposition essentielle de leur venue au Congo, Kinshasa, République démocratique du Congo. Mais cette disposition n'est pas appliquée sur le terrain. Ils sont là en spectateurs. Toutes les actions se passent devant eux sans qu'ils ne fassent rien. Ça pose un problème. Ça remet en cause. De la zone tampon, ils sont là pour créer un peu l'équilibre. Ça pose un problème. Ça pose un problème puisqu'à la longue, ça risque de nous desservir. Pour ne pas que ça puisse nous desservir, les grandes décisions s'imposent. Je le disais d'ailleurs dans un des médias au niveau international hier, il y a lieu, puisque au niveau diplomatique, on ne peut pas reprocher au chef de l'État, il joue son rôle. Il a joué un rôle important pour pouvoir ramener tout le monde à la raison. À la fois le président rwandais et aussi les puissances extérieures, notamment les multinationales, qui sont aussi par ailleurs soutenues par leurs États respectifs, qui favorisent ces exactions, qui laissent faire. À un moment donné, il faut qu'on prenne une décision, soit, puisque l'Occident ne peut pas se passer de la RD Congo. Le fait de favoriser ces rebelles du M23 peut être une bonne entrée pour les djihadistes. Okay. C'est mauvais pour l'Est du pays, c'est mauvais pour l'Afrique centrale. Le fait de faire ça, ça va favoriser aussi certains pays à pouvoir se rapprocher de la Russie. Mais la Russie, pour moi, ne peut pas nous apporter grand-chose. Si on n'a rien avec l'Occident, ce n'est pas avec la Russie qu'on va se développer. Donc, il est question maintenant, non seulement qu'on puisse rompre ou alors mettre fin ou suspendre à un moment donné notre adhésion au sein de cette association des États d'Afrique de l'Est, mais aussi prendre des mesures. L'opposition avait raison de dire au régime qu'il ne fallait pas y aller. Non, il fallait y aller. Non, il fallait y aller. Il fallait y aller. Mais on peut changer des fusils d'épaule. On peut changer des fusils d'épaule et en même temps prendre des mesures, des rétorsions contre M. Kagame. Il ne s'agit pas simplement de faire la guerre, on peut l'atteindre de plusieurs manières. Ok, merci. Alors, M. Benoît Olama, vous venez de suivre le président de l'Assemblée nationale avec le ministre de la Défense et les autres. Pensez-vous qu'il a raison par rapport à ce qu'il a dit? Il faut aller dans ce sens-là. Bon, le problème est tellement complexe. Et je ne crois pas qu'avec une simple réunion avec le président de l'Assemblée nationale, on peut arriver à résoudre le problème. C'est la représentation. Il y a une commission parlementaire qui avait travaillé. Et je crois que c'est un député de décider qu'il avait dit sur la place publique que l'argent qu'on a lu d'abord à l'armée, plus de 80%, 70%, soit consommé au ministère de la Défense. Et les termes, le chiffre qui ont été avancés sur une radio de la place serait en termes de millions, plus de 80 millions de dollars. Ça, c'est ce que nous avons entendu. Et nous entendions que lui, le président de l'Assemblée nationale, ou un député de l'Union sucrée, demande, l'Union sucrée, ils suivent l'argent, le miel et le goût. Convoque le ministre de la Défense pour qu'on dise clairement, qu'on écoute le rapport et qu'on demande où va l'argent. Puisque l'argent, c'est l'argent des Congolais. C'est l'argent du trésor public. Mais lorsqu'on arrive à consommer plus de la moitié, pas que l'argent est affecté à l'état-major général, mais l'argent consommé au ministère de la Défense. J'ai été étonné. Une dame que vous avez reçue ici, et je crois, je ne sais pas encore comment elle s'appelle, la femme d'affaires qui est venue du Katanga. Madame... 5 ans. Voilà. Et la dame était dans le groupe qui voulait amener des drones à l'armée nationale. Le projet était entre le ministère de la Défense. Le ministère de la Défense a récupéré le projet pour aller acheter des drones festifs pour donner à l'armée. Où on peut filmer comme le peuple vient de l'aéroport. On a filmé et on donne à notre armée pour amener à l'Est. Demander où sont ces drones. Où est parti cet argent qui était décaissé, déjà décaissé. Alors,
Et lorsqu'on remarque qu'il y a avancée des Rwandais, je ne sais pas s'il faut parler des M23. Et là, je ne voudrais pas qu'il y ait cette différence, qu'on voudrait séparer le M23 et les Rwandais. Les M23, ce sont des Rwandais qui se sont habillés une identité pour influer sur les Congolais. Peut-être malheureusement aujourd'hui, ce n'est plus comme hier, où des Congolais constituaient une branche politique du Rwanda. Aujourd'hui, il n'y a presque pas de Congolais qui forment cette branche politique. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en face du Rwanda. Mais ce qui m'est tellement étonnant, mais nous avons des ministres qui continuent à être rwandais, qui sont au gouvernement. Pourquoi vous les regardez? Il faut commencer à nettoyer. Ceux qui sont dans les services de sécurité qui sont rwandais, pourquoi vous les regardez? Ceux qui sont dans l'armée qui sont des complices de leur pays, pourquoi vous les regardez? Et vous avez entendu un autre avec une arrogance incroyable à l'Assemblée nationale. Il faut négocier. Il faut négocier. Et curieusement, tous les députés congolais, c'est le silence. Le monsieur a parlé, il faut accepter. Et on ne sait même pas comment il a été élu. Et voilà, le problème aussi, c'est nous-mêmes. Et lorsque l'autre fois, j'avais dit que les propos que tenait le président burundais étaient des propos d'alerte. Oui, quand il disait les gens avaient commencé à l'insulter. Mais aujourd'hui, les gens commencent à prendre sa cassette pour dire, mais écoutez, mais ce monsieur est en train de nous éveiller. Puisque lorsque je vois le dernier accord que le président a signé, je me suis demandé peut-être que le président s'est débrouillé encore en anglais. Comment le président pouvait apposer une signature sur un tel accord? Cet accord, l'accord de Bujumbura, si le président signe un autre, ça sera sa mort physique. Non, je vous dis, je suis en train d'analyser. Je sais de quoi je parlais. Je sais, laissez-moi parler. Je sais de quoi je parlais. Et vous voyez ce qu'ils ont fait? Je donne des cas. À 60, Patrice Emery Lumumba avait appelé l'ONU pour que l'ONU nous aide à arrêter la sécession katangaise. L'ONU n'avait pas fait le travail. L'ONU était incapable. Les documents que je viens de lire, je l'ai avec moi ici. Et lorsque Lumumba dit, écoutez, l'armée des Ghanéens consort tout ça, mais apparemment, il ne faut pas le travail qu'on leur a demandé, Lumumba demandera et aux Belges et aux Nations Unies de quitter le Congo. Où est Lumumba? Mais l'erreur était déjà là. C'est-à-dire les gens qui ont été invités avaient un agenda autre que celui de Patrice Emery Lumumba. Et puisque Lumumba avait déjà découvert, il fallait vite l'éliminer, les qualifier des communistes et tout ça, à ce moment, ils vont trouver un prétexte pour que les choses avancent. Nous et Laurent Désiré Kabila, nous avons connu ici la présence officielle de 9 pays, dont les pays qui ont été invités par le Congo, les membres de la SADC, certainement qui nous ont beaucoup aidés, et les pays agresseurs, le Rwanda, l'Ouganda, et dans une moindre mesure, le Burundi, qui étaient sur le sol congolais. Il y a eu la bataille entre les deux armées Aksagani. Lorsque Mouzé signe l'accord de Lusaka, Mouzé venait s'expliquer à Kinshasa. Mais Mouzé disait que cet accord va finir sur son corps. Où est Mouzé? Où est Mouzé? Quel est le rapport avec l'accord dont vous parlez? Le lien est celui-ci. Si certains ne le savaient pas, le Rwanda a été pays agresseur et le demeure jusqu'aujourd'hui. L'Ouganda a été pays agresseur et le demeure jusqu'aujourd'hui. Le Soudan du Sud, avec John Garang, formaient les gens du MLC, formaient les gens qui étaient avec Bemba, dont certains, aujourd'hui, sont dans le commandement au niveau de la province du Nord et du Sud Kivu. Nord Kivu, au lieu de différencier tous les consorts. Et lorsque on demande maintenant aux mêmes militaires, qui sont déjà sur le terrain, qui n'ont déployé aucun effort, qui n'ont tiré pas même une balle, mais qui avaient une mission précise de pouvoir augmenter leur nombre. C'est clair, ils ne vont pas se battre, ils viennent pour se partager le butin. Pas même le butin de guerre, mais se partager les ressources des Congolais. Et lorsque ces militaires viennent pour partager les ressources, le premier groupe n'a pas encore réussi à tirer une seule balle contre l'ennemi. Le premier groupe commence à devenir négociateur sur des questions qui ne relèvent d'aucune compétence leur attribuer. Mais aujourd'hui, vous demandez encore aux autres militaires de venir, mais est-ce que leur agenda est le nôtre? Est-ce que leur manière de voir est la nôtre? Et donc tout cela, c'est quoi? J'ai vu que le président quittait le Burundi vers le Congo-Brazzaville. Il n'a pas mis de veste. Je suis certain qu'il était en difficulté. C'est là que je me suis posé la grande question. Où sont nos services de sécurité qui doivent précéder le chef de telles réunions? Parce que nous, c'est le Congo. Nous avons la NER, nous avons la DEMIAP, nous avons
la coopération régionale, tous ces gens étaient où? Puisque nous, je donne un exemple. Nous sommes partis négocier avec le Ghanéen. L'ambassadeur du Ghana est encore là. Nous avons négocié, nous étions à Accra, nous avons traduit le texte de l'anglais vers le français. Chaque groupe avait déjà sa version, au moins certifiée. Mais avant de signer, nous constatons avec M. Koyi, qui était le secrétaire général de la coopération régionale, que les termes que nous avions, nous, dans notre document, ne se retrouvent plus dans le document final de Ghanéen. Nous avons fait des objections, nous avons émis des réserves. Que si vous voulez que nous continuions la coopération avec le Ghana, que cette expression soit élaguée du texte. Il y a eu des débats, nous avons dit que par respect, nous préférons rentrer chez nous sans accord que signer un accord qui va tuer l'avenir du Congo. Et nous avons obtenu quelques accords. D'abord, la première démarche a réussi. Madame la ministre des Affaires étrangères allait voyager du Ghana. Nous avons dit, ok madame, voyagez, mais rassurez-vous que nous prenons notre avion, demain, nous rentrons chez nous. Alors, il y a eu la pression. Madame la ministre des Affaires étrangères du Ghana avait cédé. On a élagué du texte ce qui avait été fait. Et nous sommes revenus avec un texte. On a eu la chance de trouver des accords qui vont aider la DGM et d'autres structures. Mais lorsque le président est seul face aux autres. Merci, M. Benoît Yolama, je comprends, mais on est à la fin. Le temps nous fait. Oui, si je peux terminer dans une seconde, il va compléter. Alors, maintenant, si nous laissons ces gens continuer sur le sol congolais, pour leur faire partie, ça serait un problème. Entre-temps, j'ai entendu que le président aurait demandé les services de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a été ici chez nous. Les militaires qui ont fait preuve de leur engagement, il n'y a eu que les Zimbabwéens, les Angolais, les Namibiens, les Tchadiens. Et ces militaires sont encore là. Et la Russie a dit que elle était prête de nous accompagner en ce qui concerne la formation. Mais vous êtes avec les Américains. Les Américains ne font rien. Les Américains vous disent, ok, le Sénégal a soutenu cet accord. Après, on dit, bon, les Belges. Et lorsque vous entendez les Belges qui vous disent, respectez les accords que vous avez signés avec le Rwanda. Merci. C'est là que j'ai dit au président de la République, c'est maintenant qu'il faut révéler ces accords, puisque sinon, ce sera trop tard, que si nos confrères, nos concitoyens, nos compatriotes, nos frères qui sont tués à l'est du pays, ont le même sang, ont la chair comme nous. Et nous ne pouvons pas accepter qu'aujourd'hui, la communauté Est-Afrique tue sur nos frères, et on demande encore, la MONUSCO tire sur nos frères, et que personne ne condamne cela. Merci. Nous ne pouvons pas l'accepter. Merci. Nous avons trop, sinon nous allons donner un mot d'ordre pour que tous les véhicules de la MONUSCO soient à travers le territoire national. Merci, M. Benoît Yolama. Je sens que c'est la passion et l'amour du Congo qui vous pousse à analyser de la sorte. Moi aussi, je place un mot. Les chefs de l'État ont la volonté de régler les choses, mais il faut l'accompagner, l'aider de façon que les choses se fassent bien pour que la RDC sorte dans ses gouffres. Alors, donnez-moi la photo du président, ou soit l'autorité morale d'un nouveau parti politique, AAC, l'AAC, avec l'autorité morale, le professeur Évariste Bochab. Donnez-moi la photo du professeur Évariste Bochab, l'autorité morale des AAC. Il était avec le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia. Ils se sont dit des choses. Donc, il y a eu l'entretien sur certaines questions d'actualité, l'insécurité à l'Est et aussi le problème des élections. Donnez-moi bien cette photo, monsieur Reagan. Alors, monsieur Gandhi, vous avez suivi le professeur quand même Bochab, qui est ici derrière nous, l'homme qui a l'expérience, il a travaillé, le pays a besoin de ses fils dignes du pays pour apporter un plus afin que le Congo se développe. La question des élections divise et la question de l'insécurité. Pensez-vous qu'on aura les élections apaisées avec cette CENI? Pourquoi pas? Il y a une procédure qui est engagée pour nous amener vers les élections. Qu'il y ait des failles ici ou là dans cette procédure, c'est normal. Mais ici ou là, on essaye d'une manière ou d'une autre de réparer ces failles. Moi, je pense que si les choses avancent telles que ça avance aujourd'hui et qu'on va jusqu'au bout, on aura des élections. Peut-être pas des élections parfaites, mais on aura quand même des élections. Donc, on ne peut pas douter de ça. Et au-delà de ça,
Vous parlez de M. Bochab, de son expérience. Le professeur Bochab. Bochab. Ouais, c'est quand même un monsieur, hein, avant d'être professeur. Ouais. Monsieur le professeur Bochab, je ne peux pas lui dénier son titre. Il a une expérience, certes, mais je ne peux pas dire que c'est une expérience positive. Mais on peut aussi retirer des choses positives de l'expérience négative, puisque M. Bochab, professeur qu'il est, n'a pas aidé la République à avancer. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je l'ai dit avec mes mots, mais je ne fais que penser à ce que le président Kabila avait dit à l'époque. Et aujourd'hui, le président de la République dit la même chose. Kabila a eu du mal à trouver une quinzaine de personnes autour de lui pour pouvoir l'aider à développer ce pays. Sauf exception, notre amie Deon Koussou, qui, elle, avait dit que ce n'était pas vrai. Monsieur le président de la République n'a pas besoin de 15 personnes, il a besoin de 14 personnes puisque moi je suis là. Okay. Donc moi je ne pense pas que... Non, ce qui est important ici, c'est d'avoir une conciliation là. Parce qu'on ne peut pas construire le pays en solo. Toujours, il faut toujours qu'il y ait le concours de tout le monde pour que les choses évoluent. Nous avons des professeurs comme lui qui a encadré. Dans ce sens-là, c'est positif. On peut pas. C'est pour ça que j'ai dit une expérience même négative peut apporter, dans le sens où, de son expérience négative, il peut apporter là où il y a eu des échecs pour pas que le gouvernement actuel, le président actuel, rentre dans les mêmes erreurs. Non seulement négative, il y a aussi les expériences positives avec le professeur Évariste Bochab. Il a aussi écrit plusieurs choses. Il a aidé la République à aller aussi de l'avant. Là, vraiment, je tiens à le préciser. Je vais revenir vers vous. D'accord. Okay. Monsieur Benoît Olama, processus électoral, on en parle. Pensez-vous qu'on aura les élections apaisées? C'est vrai, l'autorité morale de AAC a vu Mbosso pour en parler et la situation sécuritaire. Pensez-vous qu'on peut se mettre d'accord sur ce qui se passe aujourd'hui avec la CENI? Le processus électoral se gère au niveau de la Commission électorale nationale indépendante. Il ne se gère pas au niveau d'une rencontre entre des personnalités, puisque sur le plan purement légal, aucune de ces deux personnalités n'a le réel pouvoir sur la Commission électorale nationale indépendante par rapport à la loi qui est déjà presque à 4 ou 5 reprises déjà modifiée. Et de deux, si j'étais le conseil du professeur Bochab, je leur conseille de ne pas entrer dans ce bateau qui est en train de se noyer. Et lorsque dans la capitale, on arrive déjà à huer sur un pouvoir, et rassurez-vous que ce pouvoir n'a plus des chances de réussir. Et qu'est-ce qui sera encore à l'instant? Qu'est-ce qu'il fera encore qui peut sauver ces bateaux? Puisqu'au moment où nous parlons, un peu partout à la cité, les transports en commun, le salaire, tous ces problèmes, ce sont ces problèmes qui sont des véritables goulots d'étranglement pour ce pouvoir. Parce qu'on peut avoir la CENI, on peut avoir la Cour constitutionnelle, mais les gens qui disent « nous ne mangeons pas, nous ne buvons pas, nous n'avons absolument rien, on ne voit pas ». Et lorsque vous voyez un tableau qu'on a affiché il n'y a pas longtemps sur les détournements, nous sommes à plus de 6 milliards de dollars détournés, où il n'y a aucun remboursement, il n'y a aucune excuse pour dire nous avons fait ceci, fait cela, aucune condamnation. Et dans ce bateau-là, vous y plongez avec cette intelligence. Moi, s'il m'avait demandé, j'allais le conseiller, même de rester en dehors et de ce circuit pour garder son image, sa personnalité, sa grande image que nous connaissons du professeur d'université. Et moi, je pense que c'est le conseil que j'allais lui donner. Bon, il est libre, c'est un homme qui sait ce qu'il prend comme risque, mais moi, je ne crois pas que même en y amenant encore le Saint-Père soutenir M. Chilombo, que M. Chilombo va se sauver. Merci. Et surtout avec la situation de la guerre, où il a lui-même écrasé une tombe contre sa propre personne, je ne vois pas qui sera à mesure de le sortir de cette situation. Merci, M. Benoît Olama. M. Regan, restez sur cette caméra. J'aimerais bien, moi je suis sûr et confiant que l'apport du professeur Évariste Bochab, autorité morale des AAC dans l'Union sacrée, je pense que l'Union sacrée... Il y aura des guerres à l'intérieur comme ça a été le cas. Je peux terminer. Oui, ça, je peux terminer. Je pense que l'Union sacrée manquait des gens comme Évariste Bochab avec l'intelligence et sagesse. Je pense que l'homme peut apporter un plus. Croyons à nos héros vivants. Bochab en fait partie. Il a écrit, il a aidé la nation. Tout est possible
pour une autre RDC. Sur ce plateau, j'étais avec Monsieur Gandhi Kassende, on est déjà à la fin. Monsieur Gandhi Kassende qui est un vrai patriote. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Également de l'autre côté, Monsieur Benoît Yolama, cadre du PPRD. Mais pourquoi vous ne quittez pas le PPRD? Le PPRD est en train de sombrer. Hein, pas du tout. Pas du tout. C'est l'opposition qui est encore un peu dans le silence, mais il y a une population qui est très engagée, qui est déterminée à en finir avec le pouvoir en place. Merci. Je crois que Chadar est écouté par les cadres du PPRD. Il semble que Kabila ne prend plus Chadar au téléphone. Espérons que Chadar est en train de tenir. Alors, sur ce plateau, j'étais avec M. Benoît Yolama. Merci à vous. La thématique d'aujourd'hui, c'était le développement de la RDC. Est-il possible avec l'actuel leadership du régime Tshisekedi? On en a parlé sur ces plateaux. On a y apprendre les éléments sur les éléments. Félix Tshisekedi expose le potentiel minier de la RDC à Cap-Town. Vous avez suivi. Réunion sur les actes des tortures des femmes et des enfants dans la province du Maniema. Vous avez également suivi la déclaration du président du Sénat, Christophe Mbosso, face à la situation sécuritaire, l'armée régionale. Vous avez également suivi, restez fidèles à nos programmes. La rediffusion, c'est toujours ici, sur la chaîne de la Maman Nationale, CSS Télévision. À 22h, cette émission, c'est chaque jour à partir de 11h, du lundi au vendredi, en direct. Restez fidèles à nos programmes. La régie était accompagnée, la régie finale, c'est avec M. Rigan, l'homme de la rigueur. Réalisation de M. Philémon Elazika, derrière la caméra, M. Andrika. Et la belle femme de la chaîne, Ruth, Esther plutôt, qui était là derrière la caméra. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir.